Dans un peu moins de 2 semaines, l'UFC sera de retour en Australie avec une magnifique carte et notamment le retour d'Israel Adesanya. Tony Ferguson assure avoir fait plus de 120 rounds de sparring afin d'être prêt pour ce samedi soir. Et Saladin Parnasse défendra sa ceinture des moins de 70 kg à Paris le 20 décembre prochain. Nous sommes le jeudi 1er août 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et on commence tout de suite avec celui qui a su créer sa légende petit à petit, surtout dans la catégorie des poids moyens des moins de 84 kg à l'UFC. Forcément, Israel Adesanya, qu'on n'a pas vu combattre depuis près d'1 an maintenant. Il avait annoncé prendre un break. Alors on ne savait pas si c'était seulement une pause, une retraite, on n'avait pas plus d'informations. Rapidement, il a dit qu'il voulait revenir. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était contre Sean Strickland. Il avait perdu sa ceinture des moins de 84, justement. Et il explique avoir pris du temps pour lui. Il a profité de sa famille, profité de ses amis. Il a beaucoup voyagé, etc., etc. Il est cependant très content de revenir. Il dit qu'il retrouve des émotions, ne serait-ce que les conférences de presse, le face-off qu'il a déjà eu avec Dricus du Plessis, mais aussi le retour à la salle. Il retrouve ses partenaires d'entraînement, ça le motive. Il explique qu'il y a des gars à la salle qui en sont au stade de leur carrière où lui était il y a 5 ou 6 ans, des gars qui vont approcher de l'UFC, qui vont entrer à l'UFC, etc. Il dit ça me motive énormément. Et surtout aussi, ce qui me fait revenir, c'est que dans quelques années, je n'aurai pas le choix que de prendre ma retraite. Je serai trop vieux et tout ce qui va rester, ce sont des souvenirs, des vidéos. Et en rigolant, il dit aussi quelques highlights de mes KO. Bon, ça m'a fait plutôt sourire. Et donc, il ne veut pas de regrets, il veut revenir. Moi, j'espère que mentalement, il est là. Je pense qu'il est là. C'est un énorme champion. Il l'a prouvé en kickboxing. Il l'a prouvé en MMA. Maintenant, est-ce qu'il n'avait pas totalement déconnecté et que là, il revient un peu par ego? Ça, forcément, il ne va pas l'annoncer. C'est la seule chose qui me fait un peu peur. Sinon, je le pense supérieur à Dricus du Plessis. Mais Dricus du Plessis, je l'ai sous-estimé tout au long de sa carrière. Et aujourd'hui, c'est lui qui a la ceinture autour de la taille. Donc, il va peut-être me faire mentir une fois de plus. Mais en tout cas, si c'est un Adesanya au top contre un Dricus du Plessis au top. Dricus du Plessis, d'ailleurs, qui a posté sur les réseaux sociaux qu'il avait connu un des corps d'entraînement les plus durs de sa carrière. Mais qu'il y avait pris aussi beaucoup de plaisir. Ça risque de donner un combat mémorable. Puisqu'on parle d'Adesanya, on va parler d'un autre membre de son équipe, en la personne de Dan Hooker. Dan Hooker qui revient, on le sait, il a eu le bras cassé il y a quelques mois. Il est de retour sur la même carte en Australie. Ça se passe dans un peu plus de 2 semaines maintenant. Il va affronter Gamrot. Il s'est dit très content d'affronter Gamrot qui est classé numéro 5. Alors il a un peu plaisanté en disant Gamrot c'est le genre de combattant qui sait gagner un combat sans même combattre. Alors il le dit sans animosité, il explique après que Gamrot pour lui il voit le MMA comme un sport alors que Dan Hooker voit le MMA comme un combat, comme une bagarre et c'est la différence entre les deux. Cependant, il assure que ça va être le combat le plus divertissant de Gamrot à ce jour, mais pas parce que Gamrot va être dans un bon jour, parce que lui-même sera dans la cage et que lui c'est toujours quelqu'un de très divertissant à voir. Il a aussi assuré ne jamais avoir refusé de combat. C'est vrai que ces derniers mois, on a entendu dire oui, Dan Hooker refuse de venir à Paris, Dan Hooker refuse ceci, refuse cela. Il dit non, moi on m'a rien proposé, on m'a rien posé sur la table, j'ai jamais refusé personne. C'est juste des rumeurs que j'ai fait taire, mais l'UFC, eux, ne m'ont jamais fait de vraie offre. Il est sur ce qu'on appelle un back-to-back, hein. Il a gagné deux combats de suite, ça fait un bon moment que ça lui était pas arrivé, là ça faisait quelques années qu'il enchaînait victoire-défaite, victoire-défaite. On lui a demandé si ça le mettait dans un bon état d'esprit, il dit c'est pas vraiment une question d'état d'esprit, c'est une question d'opportunité, quand tu remportes 2 combats de suite, au stade où il en est de sa carrière, on te propose de plus belles choses, et il dit la preuve, hein, lui je crois qu'il est classé 10, il va affronter le numéro 5, donc forcément c'est une magnifique chance pour lui. Il a aussi expliqué que toutes ces défaites qu'il a eues ces dernières années, c'est parce qu'il a été extrêmement actif pendant le Covid, alors que toutes les salles étaient fermées, il s'entraînait surtout chez lui, surtout en pied-point, il faisait pas beaucoup de grappling, pas beaucoup de lutte. Il dit notamment quand j'ai affronté Islam Makhachev, j'ai quasiment pas lutté du camp. Alors je sais pas si c'est une excuse ou pas une excuse, on sait d'ailleurs qu'il y avait un peu d'anémosité entre les deux, et il a dit non mais moi Islam Makhachev en réalité j'ai rien contre lui en tant que personne, c'est le business de l'UFC qui veut ça, on s'est un peu invectivé mais il y a rien de méchant là-dedans. Sinon, il aimerait une revanche contre Dustin Poirier, mais forcément, ça dépend de Dustin. Il en est bien conscient, c'est Dustin qui a la main là-dessus. Dustin est en mesure de lui accorder ou pas sa revanche. Et on lui souhaite le meilleur pour son combat à venir contre Gamrot. Ça va pas être facile, Gamrot est très bon au sol. Debout, je donne peut-être un petit avantage à Dan Hooker, mais attention, Gamrot pourrait nous surprendre. Mais si ça va au sol, je suis pas très confiant pour le Néo-Zélandais, même si dans sa carrière, c'est pas la première fois qu'il affronte un grappleur de très haut niveau. Sur cette carte en Australie, on aura un gros frappeur, voire même un très gros frappeur, puisqu'on aura Rozenstruik qui va affronter Tai Tuivasa. Il annonce déjà que ça va être un combat très fun pour les fans.
entre deux strikers, ça va lui donner l'opportunité de montrer de magnifiques combinaisons pied-point. Je rappelle qu'il vient du kickboxing, et lui-même le rappelle, il dit soyez-en bien conscients, moi je viens du kickboxing, donc j'ai de belles choses à proposer, mais je garde dans un coin de ma tête que ça reste du MMA, et que du coup, il faut faire attention à la lutte, la distance peut changer d'un coup, il y a beaucoup plus de possibilités dans le combat. Il a fait son camp d'entraînement comme d'habitude à l'American Top Team et il est très satisfait parce que tout le monde était là, tous ses sparring partners habituels étaient là, personne n'était parti en vacances. C'est quelque chose auquel je ne pense jamais, mais c'est vrai qu'on est en période estivale, donc les combattants sont comme nous, ils partent en vacances et il dit ça aurait très bien pu arriver que tous les mecs partent en vacances et que du coup j'ai pas mes sparring partners habituels, ça m'aurait un peu gêné, mais là c'est pas le cas. Il en est donc très content. D'ailleurs, il s'est envolé cette semaine pour l'Australie pour s'acclimater. Le décalage horaire va être quand même conséquent. Et puis, il entame son nouveau contrat à l'UFC. C'est le 5e. Et comme il le dit, je sais que c'est mon 5e combat à l'UFC, mon 5e contrat, pardon. Et mon style aide à me faire renouveler. Je suis un boxeur, je suis un kickboxer, je mets des KO, je mets des gros KO. Donc l'UFC aime beaucoup ça. C'est peut-être plus simple d'être re-signé quand l'UFC aime ton style plutôt que quand tu es un lutteur ou un grappleur et que c'est un peu moins vendeur pour les fans. Sinon, ce week-end, Tony Ferguson, c'est vraiment la sensation. J'entendais des journalistes dire Ferguson et Nick Diaz, c'est un peu les deux qui ont fait vendre le plus de billets en fait ce week-end. Même au-dessus des Nurmagomedov et des Sharapoutin. Bon, Sharapoutin, il est arrivé sur le tard, donc les places étaient déjà vendues. Mais je m'attendais pas à ça, très sincèrement, surtout à Abu Dhabi. Mais c'est ce qu'expliquait un journaliste. Ferguson, son combat du week-end, ça va être en 170, en welter. Je rappelle qu'il a fait le gros de sa carrière en 155 chez les poids légers, et il explique qu'il se sent très frais, très fort physiquement, qu'il a hâte de rentrer dans la cage, et puis il dit, bon, Tony Ferguson, il est toujours un peu lunaire, il dit, ouais, je me suis déjà entraîné 2 fois aujourd'hui, je sais pas si c'est vrai, mais ça m'étonnerait pas, ceci dit. Il explique avoir fait plus de 120 rounds de sparring pour préparer ce combat, il dit, ça fait des années que j'avais pas sparé, ça on le sait, je crois que la dernière fois qu'il avait sparé, c'était pour son combat contre Khabib, combat qui était tombé à l'eau d'ailleurs. Il a ajouté une petite pièce dans la machine en disant oui, lors de ce camp d'entraînement, j'avais fait venir un champion de sambo et Khabib l'a su, c'est pour ça qu'il est resté se cacher en Russie. On connaît tous l'histoire. Il le dit avec le sourire aux lèvres, donc en réalité, je pense qu'il n'y croit pas. On se rappelle, il y a eu le Covid qui est arrivé et du coup, Khabib a été bloqué en Russie, n'a pas pu aller aux États-Unis pour disputer ce combat. Et il dit aussi que lui, il a remporté le TUF en 170 pounds, donc en poids welter. Il est devenu champion du TUF comme ça. Et à l'époque, il explique que c'est soit son agent, soit Dana White qui lui avait fortement conseillé de descendre en 155. Et il dit du coup, j'avais pris ça comme un très bon conseil, voire presque un ordre. Donc j'étais descendu en 155 et je me suis tué à faire le poids, Mais là aujourd'hui, j'ai plus besoin de cutter l'extra pounds, les quelques kilos qui restent à la fin. Le kilo ou les 2 kilos qu'il faut perdre, c'est les plus durs. Il dit j'ai plus besoin de ça. Donc ça me permet d'être très très frais. Et puis il a confirmé ce qu'il dit depuis des mois, il veut continuer à combattre, il veut continuer à l'UFC, il veut pas aller dans une autre ligue. Par contre, il a dans un coin de la tête de créer sa propre organisation pour aider les jeunes combattants à avoir des contrats, à se faire connaître, etc. Et on lui a demandé s'il aimerait devenir coach. Il a répondu de façon affirmative, mais il a ajouté « Se faire coacher par moi, ça se mérite, il faut me montrer de très bonnes choses. » Donc je sais pas ce que ça veut dire. Faire un camp d'entraînement avec Tony Ferguson, je pense que ça peut être un peu dangereux, ça peut être un truc à se blesser. Tony Ferguson, pour moi, c'est une énigme dans le monde du MMA. Au sol, il est très bon, mais debout, tu montres une vidéo de Tony Ferguson en train de combattre à un coach qui ne le connaît pas, on va te dire, mais attends, c'est un débutant, le mec, il marche dans la cage, il croise les jambes, il a la garde basse, il tape le menton haut, il a pas de garde, et pourtant, on connaît sa carrière, c'est immense. Pour moi, c'est quelque chose que j'explique pas. Le style Tony Ferguson, je n'arrive pas à l'expliquer, pour ce qui est du pied-point en tout cas, mais écoutez, il en est arrivé là, c'est pas par hasard. La grosse actu du jour, et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup, c'est Saladin Parnasse qui combattra à Paris le 20 décembre prochain contre un autre Français, Wilson Varela. Il va défendre sa ceinture des moins de 70 kg, ça va se passer à la Paris Défense Arena. Choc franco-français, comme on dit, comme ça a été titré par RMC Sport. Pour le MMA français, je trouve ça génial, franchement. C'est pas comme si c'était à l'ARES ou une autre organisation française, je veux pas les dénigrer, mais quand c'est une organisation française, tu t'attends à ce que 2 Français combattent à un moment. Là, c'est le KSW. Est-ce qu'on peut parler de la plus grosse organisation européenne? Je pense, ou en tout cas elle est pas loin, elle est dans le top 2, top 3, mais je pense qu'on peut dire que c'est la première. Et d'avoir 2 Français, c'est un magnifique coup de pub. Après, je vais pas vous parler de ça pendant des heures, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, moi mon truc c'est l'UFC, c'est pas forcément le KSW. Au KSW, je regarde surtout Saladin Parnasse parce que c'est un Français. Maintenant, Varela, il est sur 6 victoires de suite. Je crois qu'il a 3 défaites en carrière, c'est 3 défaites qu'il a pris à la suite. C'était une mauvaise période dans sa vie, je pense. Il a eu pas mal de combats annulés aussi dernièrement, mais voilà, 6 victoires de suite. Son dernier combat, c'était sur la même carte que Parnasse. Je crois que c'était au mois de juin, je veux pas dire de bêtises. Donc vraiment hâte de voir ça.
Et puis comme d'habitude, en cas de victoire de Parnasse, on va reparler de l'UFC. Je trouve que lui a été assez clair là-dessus, il veut prendre de l'argent, le KSW lui propose beaucoup d'argent, donc je pense qu'on n'est pas prêt de le voir à l'UFC, même si tout peut se passer très vite dans ce sport. Mais en tout cas, pour moi, c'était la grosse info du jour pour le MMA français, Saladin Parnasse qui revient, et en plus contre un autre français. Donc que demande le peuple? On a un ancien pensionnaire de l'UFC, hein, si vous suivez l'UFC depuis 5-6 ans, vous le connaissez, c'est Zabit Magomedsharipov, qu'on a vu pendant un moment comme un futur champion peut-être chez les poids plumes, avec son style en plus, hein, un physique très longiligne, une grosse touffe de cheveux. On se rappelait de lui, moi je me souviens de l'avoir vu combattre en vrai à l'UFC à Rotterdam, à l'époque je connaissais pas du tout son nom, je savais pas qui c'était, il sautait partout, c'était impressionnant, un magnifique striking, un très bon sol, et puis il s'est retiré, voilà comme ça, il a dit qu'il voulait plus combattre, il y a eu plusieurs raisons qui ont été évoquées à l'époque, on sait pas vraiment quel est le vrai du faux. Là il s'est exprimé, je crois que c'était hier ou ce matin, en disant que l'UFC lui a fait plusieurs propositions ces derniers mois, mais il dit c'est pas à propos de l'argent, c'est juste que je veux plus combattre, je veux plus refaire de camp d'entraînement, j'aide mes amis à se préparer, mais moi j'ai plus envie de rentamer un camp d'entraînement. Ils m'ont proposé beaucoup d'argent, mais pour l'instant c'est pas du tout le sujet. Donc je sais pas ce qui se passe avec lui. La dernière fois qu'on l'a vu, je crois que c'était contre Calvin Kattar, je veux pas dire de bêtises. Ça l'avait rendu un peu plus humain, je crois que c'était un main event de 3 rounds, parce qu'ils avaient ils étaient devenus main event au dernier moment, je veux pas dire de bêtises là-dessus, mais je crois que c'était ça l'histoire. Donc ça devenait intéressant, parce que là on s'était dit, ah ok, jusqu'à maintenant il a roulé sur les mecs, mais là c'était un peu plus compliqué, qu'est-ce que ça va donner? On a vu des petites interrogations sur son cardio, mais ça fait des années, on ne l'a pas revu depuis. J'aurais beaucoup aimé le voir continuer à l'UFC, voilà, voir jusqu'à où il aurait pu aller. Malheureusement, on n'aura pas la réponse pour tout de suite. Kamaru Usman s'est exprimé sur le combat entre Bilal Mohamed et Leon Edwards. Il dit que ce n'est pas surprenant que Leon Edwards ait eu des soucis parce que Leon a toujours eu des problèmes contre les gars qui savent mixer les choses, qui savent boxer, lutter, t'amener au sol, se relever, etc. Il dit un peu comme ce que moi j'ai fait dans le second combat, jusqu'à ce que je prenne le high kick forcément, mais c'est ce que Bilal a fait et il a joué sur le point faible de Edwards, donc félicitations à lui. Et il a ajouté qu'il aimerait bien voir Leon Edwards monter en middleweight. Il dit ouais, il y a beaucoup de poids moyens qui sont pas des très bons grappleurs, pas des très bons lutteurs, comme moi ou comme Bilal par exemple. Il n'y a pas trop notre profil chez les poids moyens, donc je pense que Leon pourrait s'épanouir dans cette catégorie. Est-ce que Leon va suivre le conseil? Je n'en sais rien du tout. Son coach avait déjà dit qu'il ne voulait pas monter pour un combat pour la ceinture. Mais maintenant ils sont plus champions, donc s'ils montent ce sera pas pour la ceinture, pas tout de suite en tout cas, parce qu'il voulait pas affronter Adesanya, parce qu'ils sont amis avec lui, ils sont très très proches. Donc écoutez, la réponse est dans les mains de Leon Edwards et de l'UFC, mais je pense que l'UFC ne l'empêchera pas de monter s'il veut monter. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à en parler autour de vous, c'est gratuit, moi ça me soutient. Et tout de suite, on passe à la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec ELH Shirts qui me dit le combat à faire en flyweight, ça serait Mokaev contre Taira. Et je te remercie parce que tu me dis qu'après t'aimes beaucoup les vidéos, donc merci à toi. Et bah écoute, le problème c'est que Mokaev, j'ai vraiment l'impression que c'est fini avec l'UFC pour l'instant. Tout peut changer très vite, on le sait, mais ce sera un très beau combat. Taira, j'ai vérifié, du coup, il est classé 5 ou 6. Donc il est très bien classé, il est sur 2 finishes de suite, il est invaincu. Mokaev, il a été un peu critiqué pour son style de combat que les fans et que l'UFC jugent un peu chiant à regarder. Taira, c'est tout l'inverse. Donc ça pourrait vraiment dynamiter la carrière de Taira s'il bat Mokaev. Là, il bat un prétendant à la ceinture, très très bon pour lui. Et puis bah Mokaev il montrerait ok je suis peut-être chiant à regarder mais moi j'ai battu un mec qui est invaincu, j'ai vaincu un mec que beaucoup voient peut-être prendre la ceinture un jour, donc je suis légitime, donc c'est une plutôt bonne idée si Mokaev reste à l'UFC bien sûr. Le Braque qui me dit pour ce qui est de la possibilité d'avoir de nouveau un champion dominant, je pense qu'il est possible qu'on voit de plus en plus de turnover pour la ceinture, la technicité des combattants et leur préparation étant de plus en plus aboutie, il est plus difficile de voir un fighter qui surclasse les autres pendant une longue période. Ça me fait penser au fait que les nouveaux records dans le monde des sports en général ont tendance à être de moins en moins fréquents et avec des gaps de moins en moins grands au cours des années parce que les athlètes ont atteint la limite physique possible dans chacun des sports. Donc ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, c'est possible, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Il y a moins de gars qui se démarquent totalement. Tu vois, à l'époque, Georges Saint-Pierre, j'ai ça en tête, il s'est démarqué parce que ça a été le premier à faire des vrais camps d'entraînement, je sais pas comment dire ça sans être péjoratif pour les autres, mais il a fait venir des mecs, il a fait venir des lutteurs, des kickboxers, etc. À l'époque ça se faisait pas trop, et bah lui il a travaillé ça, il a travaillé la préparation physique, il a travaillé beaucoup de choses, et du coup il avait un temps d'avance sur tout le monde. Aujourd'hui tout le monde s'est inspiré de Georges Saint-Pierre et tout le monde fait plus ou moins la même chose. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un gars qui va surdominer, et comme je te dis dans la réponse, c'est vrai qu'aujourd'hui un combattant quand il défend 3 fois sa ceinture, tout le monde s'emballe un petit peu, on dit ouais c'est le meilleur de tous les temps, etc. On a beaucoup tendance à s'enflammer, mais c'est vrai que 3 défenses de ceinture aujourd'hui c'est déjà très très bien. Et après tu me réponds, tu me dis ouais espérons que le prochain à faire ça ce ne soit pas Bilal Mohamed. En rigolant, tu me dis non, en vrai il faut mettre du respect sur son nom, chapeau à lui, je suis d'accord avec toi, mais ce serait drôle que Mohamed défende la ceinture 4, 5, 6 fois alors que personne ne le voyait champion
champion, tout le monde disait qu'il n'y arriverait jamais, puis qu'il devienne le gars qui défend le plus sa ceinture dans l'ère moderne du MMA, on va dire. C'est vrai que ce serait très très drôle. Il y a Nanashi qui me dit « Je pense qu'on oublie trop Burns », donc Gilbert Burns, hein. S'il combat intelligemment comme à son dernier combat, il peut vraiment battre tout le monde dans cette catégorie. Il est malheureusement tombé amoureux de ses points. C'est pas faux, Gilbert Burns j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il est sur la fin de sa carrière. Mais quand tu as un sol comme celui de Gilbert Burns, tu peux être beaucoup plus à l'aise debout. Maintenant c'est vrai que ça peut parfois lui porter préjudice. Combattant que j'aime beaucoup, physique impressionnant, un sol impressionnant comme je viens de le dire aussi. Debout il est pas mauvais, il frappe fort. Parfois je trouve qu'il cherche un peu trop le coup dur, mais bon écoutez j'ai pas de conseils à lui donner. Maintenant j'espère qu'on le reverra. Est-ce qu'il ira jusqu'à la ceinture? Moi perso j'ai du mal à y croire, mais j'espère me tromper, parce que si je le voyais un jour avec la ceinture autour de la taille, ça me ferait très plaisir pour lui. Il y a Ced MTL Rules qui me dit « On s'endort un peu sur le personnage de Paddy the Baddy, mais on en oublie son niveau stratosphérique car c'est bien un kick qui fait tomber Green. Beaucoup ont pensé que Green avait tenté une saisie au premier abord, moi y compris, c'est pour dire la vitesse de jambe et la puissance, plus le fait qu'il étouffe comme un boa si t'as le malheur d'être agrippé un peu, si t'as le malheur d'être agrippé et peu importe la position. Je pense que ce gars n'aura même pas besoin du Dana White privilège. C'est un vrai défi qui arrive pour Islam. Étant fan des deux, j'ai hâte de voir ce combat. » Oui, Paddy Pimblett, il a un peu le syndrome, alors je vais prendre des gros guillemets, m'en voulez pas, mais de Conor McGregor à l'époque. Comme il faisait beaucoup de trash talk, on disait ouais, il est mis en avant parce qu'il vend beaucoup, mais en fait il est nul. Tu sais, les gens prennent toujours les extrêmes à chaque fois. Paddy Pimblett, c'est pareil, peut-être un peu moins que McGregor. Mais oui, Paddy Pimblett est très bon, il est très fort, t'arrives pas dans le top 15 de l'UFC des poids légers comme ça, par hasard. Ce qu'il a fait à Bobby Green, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Donc non, c'est clair que c'est un super niveau. Je le vois pas tout de suite aller prendre Makhachev. Moi, je pense qu'il va être un peu limité, Paddy. Je le pense, peut-être que je me trompe. Si un jour il arrive jusqu'à la ceinture, ça va être un bon vendeur, ça va être du show. Je vais beaucoup aimer, hein, je vais pas m'en cacher. Mais j'ai tendance à y croire moyennement, mais peut-être que je me trompe et que c'est toi qui as raison. Ensuite, on a Darcel Ngoma qui me dit « Je suis hyper fan d'Alex Pereira et je pense qu'il devrait être le combattant numéro 1 dans le classement pound for pound. Qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que ce serait judicieux pour lui de faire un step en heavyweight ?» Bah écoute, déjà, tu nous regardes depuis Congo-Brazzaville, tu me dis, donc je savais pas que j'étais suivi là-bas, donc merci à toi. Et puis, bah, moi aussi, j'aime beaucoup Alex Pereira. Est-ce qu'il devrait être numéro 1? Pour moi, le classement pound for pound, c'est juste un outil marketing pour l'UFC. Franchement, j'y accorde assez peu d'importance, pour être honnête. Quand John Jones combattait régulièrement et qui y était, ça me dérangeait pas parce que tout le monde voyait John Jones comme le meilleur. Pendant un moment, Khabib a été très impressionnant. Je crois qu'il y a été numéro 1. Ça me dérangeait pas non plus. Mais là, pour l'instant, est-ce que Pereira se démarque beaucoup des autres? Est-ce que Pereira mérite plus qu'un Makhachev par exemple? Je sais pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que moi j'adore Pereira. Est-ce qu'il devrait monter en heavyweight? Bah, il y a beaucoup de risques à monter, hein, parce que tu prends un Aspinal, il peut t'amener au sol. Il l'a déjà dit, Aspinal, si je dois l'affronter, je vais l'amener tout de suite au sol. Un Blades, c'est pareil. Maintenant, il est tellement puissant, il est tellement bon, il a tellement une science du combat, Pereira, qui pourrait très bien aussi gagner, hein. Judicieux, je sais pas, mais en tout cas, ce serait très couillu de sa part, et j'espère qu'un jour il le fera, qu'il dira allez, c'est bon, moi j'ai déjà ma légende en kickboxing, j'ai ma légende en MMA, maintenant je tente de faire quelque chose d'énorme. Je reproche parfois aux combattants de la jouer un peu safe, entre guillemets. T'es jamais sûr quand tu rentres dans une cage, mais tu vois, de pas vouloir trop se mouiller, de vouloir préserver leur invincibilité, etc. Je comprends tout le marketing qu'il y a autour, que c'est mieux pour se vendre, mais si on a un qui peut le faire, c'est peut-être Pereira, parce que j'ai l'impression qu'il a le sport, il a les tripes qui sont pris par le sport, et le défi ne lui fait peut-être pas peur. Et pour finir, on y va avec Lassen Walid qui me dit « L'UFC fait tout pour que Gamrot perde. Il fait que shooter en même temps. Il boxe même pas un peu. Tsarukyan, Turner, Fiziev, Rafael Dos Anjos, que des mecs derrière lui qui sont en plus des combats pièges. » C'est vrai que Gamrot, on a l'impression que l'UFC ne lui fait affronter que des gars qui sont derrière lui et des gars qui sont pas faciles à prendre. En même temps, il est dans une catégorie de malade. Là, il va prendre Hooker. Je pense un match-up qui l'avantage un petit peu quand même. Mais Hooker a pas peur d'aller à la guerre, donc ça pourrait être un combat piège pour Gamrot. C'est vrai que Gamrot n'est pas mis en avant, on se rappelle. Quand Islam Makhachev doit affronter Oliveira pour la deuxième fois, Gamrot c'est le troisième homme, c'est le troisième homme, pardon, c'est le backup fighter comme on dit. Si Makhachev ou Oliveira ne peut pas combattre, c'est Gamrot qui est censé prendre le combat. Qu'est-ce qui se passe? Oliveira se blesse, l'UFC appelle Volkanovski, c'est Volkanovski qui prend le combat, Gamrot ne combat pas. C'est pour vous dire à quel point l'UFC le considère peu. Franchement, celle-là, elle était pas mal. J'avais pas vu venir à l'époque, j'avais même pas compris, je m'étais dit mais attends, j'ai mal compris ou quoi? C'était pas Gamrot le troisième homme? Ouais, c'était Gamrot le troisième homme, mais l'UFC a décidé que bah non, en fait tu combattras pas, ce sera Volkanovski. Donc je pense que t'as raison quand tu dis que l'UFC ne le porte pas vraiment dans son cœur. Et je suis d'accord avec toi. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, je pensais pas faire de vidéo, finalement il y en a une, donc c'est tant mieux.
On se retrouve demain. Demain, on parlera beaucoup de l'UFC à venir. Il y aura la petite minute des paris. On va essayer de débriefer tout ça. Il y a sûrement des news qui vont tomber. J'aimerais bien parler un peu de Davison Figueiredo. On ne l'a pas beaucoup entendu. Le russe, là, The Pirate, Magomedov, c'est pareil. Charapoudine, j'aimerais parler de lui. J'ai pas trop vu d'interview à part des petites brides à gauche à droite, mais c'était pas top. Donc j'espère qu'ils vont s'exprimer. Il y a les conférences de presse en cours là pendant que j'enregistre. Tout n'est pas encore sorti, mais j'hésiterai pas à vous en parler demain. Passez une bonne soirée. Salut.